Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je me nomme M. Roger Rosenan Makimwena Kikeba. Je suis politologue de formation et citoyen politique congolais. Monsieur Roger Rosenan, 2 mois que Bunagana est entre les mains de rebelles, quelle serait votre approche politique? Que diriez-vous par rapport aux interventions des autres armées et des pays voisins voulant nous venir en aide? Le conflit Teke-Yaka fait peiner des Congolais qui sont victimes de l'autre côté. Est-ce qu'encore une table ronde pour pallier la situation? Si vous êtes élu, que feriez-vous de la province du Congo central? Entre Félix Tshisekedi, Matata Ponyo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Muzitu, qui serait président de la RDC en 2023? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Et à ce qui concerne la situation de l'Est et de notre pays, je pense que ça ne date pas d'abord d'aujourd'hui. Ça ne date pas de temps de M. Félix Tshisekedi. Ça date de longtemps. Pendant que même M. Kabila a été au pouvoir, cette situation s'empirait de jour le jour. Mais ce qui se vit aujourd'hui, c'est vraiment catastrophe et c'est beaucoup plus regrettable. Moi, je pense que la vraie cause de cette situation de l'Est, c'est proprement dit Bunagana, qui est entre les mains de M23 pendant longtemps, 2 mois précisément. C'est question aussi de la responsabilité diplomatique de notre pays. C'est une question qui doit se jouer au vu qu'on puisse trouver un consensus à ce qui concerne cette zone de l'Est qui est toujours en difficulté pendant longtemps. Parce que je dirais, ceux qui meurent là, ce sont des Congolais, ce ne sont plus des étrangers. Alors il faudrait que les gouvernements congolais, en commençant par le président de la République, M. Félix Tshisekedi de Tshilombo, puissent trouver un terrain d'entente, travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. Et je dirais encore que ces problèmes aussi, c'est peut-être une victimisation aussi de certains accords qui ont été signés par certains présidents prédécesseurs de M. Kabila et Félix. Je vous ramène à l'accord de Sirte et je vous amène aussi à l'accord de l'Emera, signé le 23 octobre 1996. Vous allez comprendre que M. Kabila a hérité des difficultés qu'il n'a pas pu comprendre lui-même. Vu qu'il avait compris que cet accord, ce n'était pas lui qui l'avait signé, et la vaste difficulté, c'était de trouver un terrain d'entente pour résoudre les problèmes. M. Kabila est parti, nous avons créé qui est paix à l'Est, mais chose qui n'a pas été du tout. Et aujourd'hui, nous sommes encore sous M. Félix Tshisekedi. Comme je venais de le dire, les vrais problèmes, il faudrait avoir d'abord un gouvernement responsable, c'est-à-dire des politiques conscients qui comprennent que le pays est vraiment en danger. Le président Félix Tshisekedi avait investi un état de droit et cet état de droit devait être une option aussi qui doit primer sur ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas en vain qu'il a pris par sa décision avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale et du Sénat de pouvoir installer l'état de siège dans son article 85 de la Constitution. Mais pour aller d'abord installer cet état de siège aussi, comme je l'ai dit, il faudra encore revoir. Nous avons des difficultés. Il y a des crimes de guerre. Nos frères se font tuer. Est-ce que l'armée congolaise a la capacité ou est à mesure de pouvoir résoudre les problèmes qui se passent à l'Est à ce qui concerne cette criminalité? Comme je venais de le dire, ceux qui se font tuer là-bas, ce sont des Congolais. Ce ne sont plus des ennemis, mais ce sont vraiment des Congolais, de pères et des mères congolais, comme on le dit à tout le temps. Alors, le vrai problème serait aussi au niveau de budget avant d'investir cet état de siège. Vu que pour qu'il y ait un bon fonctionnement, et d'ailleurs je vous rappelle que l'armée congolaise a un effectif de 600 000 militaires plutôt. Ce qui est même différent de l'armée rwandaise qui a 200 000 militaires. Et le PIB de l'armée ougandaise, le PIB de l'armée congolaise, il y a bel et bien différent. Il y a des 564 et à 466. Ce qui dit déjà que non, si on mettait nécessairement les moyens, vu l'effectivité qu'on a dans notre armée, c'est valablement qu'on puisse résoudre ces problèmes. Mais chose qui n'a pas été faite, d'abord il faudra définir. Définir quoi? Un budget proprement dit à ce qui concerne l'état de siège. Et comme ce budget n'a pas été défini, et l'état de siège vit aux dépens du budget défini par les gouvernements en place, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui butés.
Et c'est pourquoi je disais encore qu'il faudrait d'abord comprendre est-ce que nécessairement la RDC a un gouvernement responsable qui doit s'occuper de toutes ces situations. C'est comme je l'ai dit même dans mon travail de fin de cycle, la RDC comme facteur de puissance aux causes des faiblesses face à ses pays voisins. C'est-à-dire nous avons une diplomatie tellement en perte de vitesse. Et tant que la diplomatie vise en perte de vitesse, c'est ce qui crée aujourd'hui des échauffourées entre les gouvernements congolais, entre les hommes politiques, entre nos voisins qui sont aux alentours de nous. Vous voyez que cette situation ne nous permet pas vraiment d'être dans la paix et surtout que derrière toute cette situation aussi, il y a la même muse. Il ne faut pas oublier les grandes puissances. Nous venons de traverser des moments de précarité avec des échauffourées, des manifestations qui ont été octroyées par nos proches, nos peuples des Goma. Voilà un peu ça. Bon, les interventions d'autres groupes armés, ça je pense que même ailleurs, en Amérique ou dans des pays à conflit, ça se passe aussi. Mais il y a une certaine manière, une certaine méthode de les définir. Je venais de le dire ici que nous avons un effectif de 600 000 éléments dans l'FARDC. Le problème, ce n'est pas d'avoir un soutien d'une armée étrangère, mais le problème, c'était d'abord de définir les moyens pour aider l'armée congolaise à faire face aux groupes rebelles. Parce que nous avons beaucoup de militaires et si on a des munitions nécessaires, nous allons faire face. L'autre fois, je vous signale encore qu'il y a eu 1600 militaires ougandais qui sont venus défendre ou soutenir la FARDC. Au moment où je venais de dire ici que la FARDC a fait un effectif de 600 000 militaires. Alors les 1600 plus 600 000 militaires, il y a une grande différence là-bas. Il faut comprendre que nous ne dépendons pas seulement de l'aide des forces armées extérieures, mais plutôt nous devons nous contacter d'abord à définir les moyens nécessaires pour soutenir les forces armées congolaises pour faire face à cette criminalité qui nous sont octroyées par les M23. D'abord, je dirais que ces conflits-là qui se tiennent aujourd'hui entre les Téké et les Yaga, ces deux tribus-là, en fait, ce sont des tribus qui vivaient d'union, qui s'entendaient. Et moi, je pense que le vrai problème, c'est au niveau des gouverneurs qui dirigent ces zones-là. Il faut comprendre, est-ce que d'abord, nous avons des gouverneurs ou des hommes politiques, des autorités civiles qui mettent la population ou ces deux tribus-là en union pour vivre ensemble? C'est ce qu'il faut se poser parce que ces conflits aussi ne datent pas d'aujourd'hui encore. Avant que Ngobila devienne gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il était à Kwilu, ici au Bandundu. Nous avons subi tous ces problèmes-là. Donc moi, je pensais que c'était d'abord un problème de l'instauration, du manque de l'autorité de l'État dans ces provinces-là. Parce que si nous avons une autorité civile compétente, responsable, qui veille à être responsable pour faire peut-être avancer ces normes et la respectabilité de citoyens ou de la dignité des citoyens, ça devait être une solution. Parce que nous avons subi ces problèmes au Katanga. À l'époque, je pense que c'était sous l'ère du ministre Tchombe, où tout le monde cherchait même à demander l'indépendance parce que Katanga était devenu un fief de désordre, un fief de tant de criminalité. Donc les tribus Téké et Yaka devaient se mettre autour ensemble et comprendre que ce sont entre des Congolais et ils doivent s'unir ensemble. Parce que si entre nous-mêmes ici à l'interne, nous ne nous mettions pas ensemble, même ceux qui nous menacent à l'est là-bas, qui sont des ennemis, des étrangers, des Ougandais ou des Rwandais, ils doivent déjà comprendre que ces pays d'abord à l'interne lui-même a un sérieux problème. Je pense que l'État ou les gouverneurs de cette province-là où les deux tribus se prennent en querelle, à assassinat, il faudra qu'on mette des moyens nécessaires, disperser la police, mettre une police en jeu pour aussi rendre la sécurité, veiller aussi au bon fonctionnement et à la bonne circulation de la population dans toutes ces zones-là. Les résolutions ou l'une des résolutions serait, comme je viens de le dire, il faudra que les chefs de gouvernement, je commence par les ministres Sama Lukonde, qui mettent d'abord toutes ces autorités de cette province ensemble et leur demander les vrais problèmes. Parce que moi je pense que ça mène maintenant un problème, c'est quand on a des leaders politiques ou des obédiences qui ne partent pas d'une manière équitable, où nous avons Martin Fayulu, où nous avons Mbosso, lorsque ces tribus-là se rencontrent dans un même sol, ça pose problème. Il y a ceux de Martin Fayulu qui pensent que ceux de Mbosso ne sont pas des Congolais ou ne sont pas d'une de vivre dans cette terre-là, et ça crée toujours des
échauffourées et ça mène à des cas, à des pertes de vies humaines. Je pense que les premiers ministres, en tant que Samalou Condé, devaient aussi résoudre ce problème. D'abord, faire venir ces gens-là et en l'occurrence avec toutes les autorités responsables et politiques, leur faire voir ce qui est des droits à ce qui concerne cette arme qui est en train de se disperser au fur et à mesure. Parce que je n'oublie pas, il ne faut pas aussi oublier que l'être humain est sacré, c'est dans la Constitution aussi. L'État a l'obligation de protéger tous les conflits, tous les secteurs en conflit dans son pays. Dans la tête du président de l'Assemblée nationale, qui est M. Mbosso, il a réuni les autorités, les différents élus de cette zone-là. Est-ce qu'ils ont compris d'abord l'essence de cette réunion-là? Ils ont compris l'essence de ces rassemblements-là, parce que s'ils ont réellement compris et qu'ils ont l'amour de cela, ils devaient se mettre d'accord parce que c'est l'âme ou c'est le peuple congolais qu'il faut sauver. Ce n'est pas un étranger, comme je l'ai dit, c'est le peuple qu'il faut sauver. Et lorsqu'on veut sauver le peuple, on prend des décisions nécessaires pour résoudre les problèmes le plus vite que possible. C'est comme je venais de le dire, tant que Mbosso a une obédience différente de certains hommes qu'il a réunis autour de lui, ça pose aussi problème parce que nous avons déjà des situations où nous traversons des situations tellement précaires où il y a une partie de la population qui se sent abandonnée, où il y a une partie de la population qui se sent prendre en charge parce qu'ils ont des hommes qui sont au pouvoir, qui leur donnent peut-être quoi se nourrir. Bon, cela aussi pose problème aujourd'hui. Moi, je pense que s'ils devaient se mettre autour d'une table pour résoudre ce problème, ça sera une bonne option parce que Bandundu, c'est notre sol congolais et nous devons les protéger comme nous protégeons Kinshasa, comme nous devons protéger aussi l'Est de notre pays, tout comme toute autre province. Je l'ai dit dans les médias tout le temps que la province du Congo central, c'est une province très riche d'abord, je vous l'ai dit. C'est une province très riche dans sa densité. Si vous allez au Congo central, vous allez voir qu'il a d'abord un sol très reproductif et hormis cela, nous avons des différentes usines. Nous avons des usines, des raffineries de carburant, nous avons des minéraux, même des pétroles qui sont là-bas. Nous avons, qu'est-ce que je pourrais dire, nous avons les usines comme la cimenterie de la Lukaya, tout ça. Et c'est une vaste richesse. Aujourd'hui même, je dirais que sans le Congo central, Kinshasa sera en décadence totale. Parce que prenez même la situation sociale de notre pays, la province qui fait vivre Kinshasa, qui ramène tout en commençant par les maniocs, les chikwang, tout, on soit même lui dépalle. C'est le Congo central. Mais il y a un sérieux problème. Vous descendez au Congo central, vous allez comprendre d'abord qu'il y a un abandon total sur le plan éducatif, où je parle de l'enseignement. Les écoles sur la voie principale de la Macadam, là, ils sont bel et bien construites parce que c'est une œuvre des Romains à l'époque. Ça, c'est l'héritage que les Romains ont laissé. Mais si vous prenez par rapport à ceux qui vivent dans les fonds du Congo central, vous verrez que les enfants étudient même sous les arbres. Vous verrez qu'il y a des familles qui crèvent de faim aujourd'hui. Ils ont les sols, mais la façon de l'exploiter, peut-être, il manque aussi des matériels comme des houes, des pioches pour labourer les sols. Ça devait être aussi l'une des solutions que les autorités compétentes du gouvernement qui puissent aussi aller sauver cette population-là. D'abord sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, comme je venais de le dire, l'enseignement, et sur le plan socio-culturel aussi, ça pose problème. Donc il faudrait revoir la situation du Congo central. Je descends Banzangungu, il y a une grande érosion derrière les camps Setabé où il n'y a pas passage entre la population des camps Fatabé et la population de l'autre côté de la Notre-Dame. Cette situation devait aussi primer même au niveau du gouvernorat provincial, mais chose qui n'a pas été dite et faite. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, si je serai député et élu comme membre candidat de ma province Congo central, je ne dirais pas seulement de ma province, je ne vais plus tomber dans une question tribale, mais être élu étant congolais, j'ai des plans d'action dans ma tête. D'abord, je construirai des écoles de menuiserie pour permettre aux enfants qui n'étudient pas d'aller apprendre le métier pour faire ce qui nous permettent de s'asseoir dans des maisons et ça va leur permettre de faire beaucoup de choses. Et j'instruirai aussi un système que je dis, je vais commencer à donner la pépinière ou les pépinières en matière de l'agriculture aux mamans, aux papas, pour que cela puisse leur permettre de labourer les sols et vendre leurs propres produits et ça leur permette maintenant de vivre. À la place, peut-être on achète une botte de légumes des amarantes à 500 francs, mais ils peuvent le vendre à 100 francs. Voilà un certain plan d'action que j'ai déjà,
Comme à l'époque, pendant la pandémie, je suis descendu là-bas pour partager les cache-nez. C'était une façon pour moi d'aller protéger la population congolaise. Au moment du gouverneur Deon Koussou, avec lui, on a déjà compris un certain avancement de cette province. Mais après son départ, avec les gouverneurs qu'on a aujourd'hui, ça pose problème. Vraiment, en termes d'avancement, avec le départ de certains gouvernements qui l'ont précédé, il n'y a pas vraiment des avancements clairs. Mais espérons qu'avec les nouveaux gouvernements qui est là, on devait avoir une certaine évolution dans notre province. Je le dis, s'il y aura bel et bien, je dis si, j'emploie une conjonction hypothétique. S'il y aura élection, je pense que M. Katumbi serait les candidats favorables pour la population congolaise.